Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons faire un bilan du thème numéro 2 de l'enseignement scientifique pour la partie physique-chimie uniquement. Alors, il se trouve que dans le thème numéro 2, il y a 3 parties, 3 chapitres. Il y en a un pour la physique-chimie, 2 pour la SVT. Donc là, je vais vous présenter uniquement la partie physique-chimie, bien entendu, et pour les classes de première. Alors, c'est le chapitre dans notre progression numéro 3, et ça concerne le rayonnement solaire. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord vous faire une brève présentation des attendus pour le bac, les attendus du programme officiel. Donc vous devez être capable, d'après les programmes officiels, de déterminer la masse solaire transformée en chaque seconde. Ouh là là, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez que vous êtes dans une voiture. D'accord. Cette voiture, elle avance. Ok. En avançant, puisqu'elle a une certaine vitesse, elle produit une certaine énergie, une énergie cinétique. Bref, en avançant, elle produit une énergie. Mais pour produire cette énergie, elle consomme forcément quelque chose. Elle consomme du carburant. Ça veut dire que pour produire de l'énergie, il faut consommer quelque chose. Alors, le soleil, pour produire de l'énergie, il va consommer quoi? Eh bien, il va consommer sa propre quantité de matière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à mesure que le soleil nous produit de l'énergie, sa masse, elle va diminuer. Et la relation entre l'énergie et la masse, elle est très célèbre, elle est connue, c'est Einstein qui l'a dit, c'est d'ailleurs pour ça qu'on va appeler ça la relation d'Einstein, c'est E égale mc2. Alors nous, on va mettre un delta devant le m. Le delta, c'est simplement pour dire que la masse, elle varie. Donc si l'attendu du programme, c'est de déterminer la masse du soleil transformée chaque seconde en énergie, on va chercher la masse. Et donc, pour trouver la masse, je vais simplement faire l'énergie divisée par c au carré. Alors, concrètement, ça se traduira comment? Eh bien, dans un exercice où je vous demanderai de calculer un delta M, ça veut dire forcément que je vous donne la valeur de E, l'énergie, et la valeur de C, la vitesse de la lumière dans le vide. Vous n'aurez qu'à faire le calcul. Reste à vous, bien entendu, avant de faire le calcul, de vérifier que E et C sont dans les bonnes unités. Le deuxième attendu du programme, c'est d'analyser et interpréter une représentation graphique du spectre du corps noir. Alors, un spectre, c'est quoi? Concrètement, c'est lorsque je trace une certaine quantité en fonction de la longueur d'onde. On appelle ça un spectre. Alors, sans rentrer dans le détail du calcul, on peut deviner pourquoi on appelle ça un spectre du corps noir. Ben, regardez le domaine du visible, on y reviendra plus tard. Il est inclus dans cette courbe. Ça veut dire que ce spectre, il absorbe tout le domaine du visible. Si tout le domaine du visible est absorbé, si toutes les couleurs sont absorbées, alors il fait quoi? Il fait noir, spectre du corps noir. Alors concrètement, comment ça va se traduire, cette interprétation du spectre du corps noir? Je vais vous demander de vous mettre sur le point le plus haut de ce spectre et de regarder à combien on est au niveau de la longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui se note, lambda. Donc si je suis sur le point le plus haut, je suis sur la longueur d'onde maximale, je vais dire lambda max. Ouais, lambda max est égal à 1000 nanomètres. La seule difficulté de l'interprétation et de l'analyse d'un spectre du corps noir, c'est de mettre lambda dans la bonne unité. Et l'unité internationale d'une longueur, c'est le mètre. Donc il faut se souvenir que 1 nanomètre, c'est 10 puissance moins 9 mètres. Vous devez enfin analyser et appliquer la loi de Vane pour déterminer la température de surface d'une étoile. Alors Vane, qu'est-ce qu'il a dit? En gros, on y reviendra plus tard là aussi, là pour l'instant on est sur une présentation générale. Il a dit que lambda max que multiplie la température est toujours égal à la même valeur, 2,9 fois 10 puissance moins 3 Kelvin mètre. Si vous vous souvenez bien, grâce à l'analyse et à l'interprétation du spectre du corps noir, lambda max on le connaît. Donc pour avoir la température, on va simplement diviser le 2,9 fois 10 puissance moins 3 qui sera tout le temps la même valeur, par ce fameux lambda max. Et bien on y va. On a trouvé que lambda max, il faisait 1000 fois 10 puissance moins 9 mètres. Et bien je remplace simplement lambda max dans ma formule, parce que j'ai, et je fais le calcul. C'est pas si compliqué que ça. On va en faire une application bien propre, on va bien expliquer d'où viennent toutes ces formules, mais là pour l'instant, comme ça avec les mains, c'est pas un chapitre qui a l'air très dur. Enfin, vous devez être capable d'identifier sur un schéma les configurations pour lesquelles la puissance reçue par une surface elle est maximale ou minimale. Alors on peut tout de suite deviner pourquoi, sur des cas simples. Ici j'ai 3 situations. À chaque fois, le soleil vient rayonner la même quantité d'énergie sur des points différents de la planète. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait pour passer de S1 à S3? Je passe de l'équateur
au pôle Nord, ça veut dire que j'augmente en latitude. Je monte de l'équateur au pôle Nord, j'augmente la latitude. Si j'augmente la latitude, j'observe que la même quantité d'énergie, elle vient taper une surface qui va être de plus en plus grande. Plus la surface sera grande, plus la puissance reçue par chaque mètre carré de cette surface, elle sera forcément plus petite. J'ai une même quantité d'énergie qui doit se répartir sur une plus grande surface, donc forcément la puissance par unité de surface va diminuer. Donc on a déjà un des paramètres pour lesquels la puissance reçue, elle diminue, c'est la latitude par exemple. Mais on peut en deviner un autre. Si vous voulez bronzer l'été, vous n'allez pas aller à la plage à 16 h, vous allez y aller entre midi et 14 h. Pourquoi ? Parce que c'est l'heure à partir de laquelle la puissance que vous allez recevoir sur chaque centimètre carré de votre corps va être maximale. Par contre, si vous voulez bronzer moins, vous allez plutôt y aller vers 16 h. Parce que la puissance, là, elle sera plus maximale, elle sera plus petite. Donc on a un deuxième paramètre limitant à la puissance qu'on reçoit. Là, on avait la latitude, maintenant on a l'heure qu'il est au cours de la journée. C'est ce qu'on appelle la variation diurne. Donc ça, on y reviendra, mais vous voyez que ce ne sera pas une partie qui est difficile. Alors, on va passer maintenant au vif du sujet, maintenant que je vous ai présenté les attendus du programme et que je vous ai montré que ce n'était pas si dur que ça. Donc au menu, on va avoir un rappel sur les rayonnements électromagnétiques, la méthode pour calculer la perte de masse du Soleil, donc ça va traiter de la relation d'Einstein et de la relation puissance-énergie, la méthode pour déterminer la température de surface d'une étoile, donc on va analyser un spectre du corps noir et y appliquer la loi de Wien, et enfin un petit topo très rapide sur la puissance solaire reçue sur la Terre, dans quelle configuration elle sera maximale, dans quelle configuration elle sera minimale. Donc on va commencer avec qu'est-ce qu'un rayonnement électromagnétique. On va essayer de voir ça avec les mains. Un rayonnement électromagnétique, c'est quoi? On va en donner plusieurs exemples. On y va. Ici, j'ai un exemple d'un rayonnement thermique. Mais je peux aussi avoir un rayonnement qui va me renvoyer l'image de zone de chaleur. C'est ce qu'on va appeler un rayonnement infrarouge. Je peux aussi avoir ce que j'ai sur la plage, un rayonnement UV, ultraviolet. Si je vais faire une radiographie, je vais avoir un rayonnement X. Alors là, il y a un problème. Ma question, c'est qu'est-ce qu'un rayonnement électromagnétique? Et j'en donne 3, non même pas, 4 exemples. Ça veut dire que je veux savoir ce que c'est qu'un rayonnement électromagnétique, et là, je suis en train de m'éparpiller avec 4 types de rayonnements différents. Alors si je vous dis que le point commun entre ces 4 rayonnements, c'est ça. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est une onde. Cette onde, si vous regardez l'animation, elle se déplace à une certaine vitesse, qu'on note C pour la célérité, et elle est caractérisée par autre chose. Regardez le lambda, la longueur d'onde. Le lambda, c'est la longueur d'onde spatiale, c'est-à-dire que si je fais un copier-coller de ce lambda, je reconstruis l'intégralité de mon signal, de mon onde. Alors la vitesse, on va la mettre de côté quelques instants et on va se concentrer sur la longueur d'onde. Que va nous apprendre la longueur d'onde? Et bien, ce qui va permettre finalement de dire si mon rayonnement c'est un rayonnement X, c'est un rayonnement infrarouge, c'est un rayonnement ultraviolet, etc., etc., c'est la valeur de la longueur d'onde. C'est la première ligne qui est surlignée en jaune. Si vous regardez de gauche à droite, les ondes radio sont des ondes pour lesquelles la longueur d'onde est de l'ordre de quelques kilomètres. La longueur d'onde du visible, elle est de l'ordre de 10 puissance moins 6 mètres et c'est un domaine qui est très petit. En bref, en fonction de la valeur de la longueur d'onde, on peut dire si notre rayonnement il est dans la gamme des ondes radio, micro-ondes, infrarouges, visibles, etc., etc. Mais d'une manière générale, un rayonnement, c'est quelque chose, c'est une onde qui est caractérisée par une vitesse et une longueur d'onde. D'accord? Alors là, on avait dit qu'une onde, un rayonnement électromagnétique, puisque c'est une onde, est caractérisée par une longueur d'onde et une vitesse. La longueur d'onde nous permet de dire quel type d'onde j'ai. La vitesse, elle nous permet de dire quoi? Mais si un rayonnement se déplace à une certaine vitesse, ça veut dire forcément qu'il transporte quelque chose. Si vous êtes dans un bus et qu'il se déplace à une certaine vitesse, il va transporter des personnes. Donc, que va transporter mon onde? Mon onde, elle va transporter de l'énergie. Généralement, en physique, lorsqu'on parle d'énergie, on aime bien lui associer une autre notion, c'est la notion de puissance. Et si vous vous souvenez, le lien entre l'énergie et la puissance, c'est le temps, à savoir que l'énergie, c'est la puissance fois le temps. Alors, comment ça se dit en version physique? E égale P fois T, ou encore E égale PT. Donc, un bon moyen de se souvenir que l'énergie, c'est la puissance fois le temps, il y a un mémotechnique
qui consiste à dire que quand on pète, on fait un prout, quand on pète, on libère de l'énergie, donc E égale PT. Voilà. On fait un bref récap de cette introduction en vidéo et on se retrouve dans un instant. Une minute de science, s'il vous plaît. Attention, nous sommes bombardés par le rayonnement électromagnétique. Dégagée par des particules atomiques, l'énergie électromagnétique se déplace sous forme d'ondes. En vibrant à différentes vitesses, ces ondes se manifestent de différentes façons. Les rayons X traversent notre corps pour radiographier nos dents et nos os. Les ultraviolets brûlent notre peau. On s'en protège. La lumière est la partie visible du rayonnement. Sans lumière, on ne verrait rien. Avec l'infrarouge de la télécommande, on zappe. Les micro-ondes cuisent les aliments. Les ondes radio, imperceptibles à l'oreille humaine, sont transformées en son par le récepteur radio. Tous ces différents phénomènes font partie de la même famille. Seule la vitesse de vibration change. Alors, bronzer ou être radiographié, c'est presque pareil. On va passer maintenant à la méthode pour calculer la perte de masse du Soleil. Et oui, si vous vous souvenez, on a dit que pour produire de l'énergie, le Soleil consommait sa propre masse. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est savoir quelle masse est transformée en énergie à chaque seconde. Alors, je vais commencer par vous rappeler le processus de fusion nucléaire qui s'opère au cœur de notre étoile et qui permet la production de cette chaleur. J'ai deux protons, deux hydrogènes qui vont fusionner pour former de l'hydrogène 2, ce qu'on appelle du deutérium, H2, que vous avez en bas. Ensuite, ce H2, il va fusionner avec un autre proton pour donner de l'hélium 3. L'hélium 3, c'est un isotope de l'hélium 4. L'isotope est instable, la nature n'aime pas l'instabilité, elle veut de la stabilité. Donc deux hélium 3 vont fusionner pour avoir un élément stable, l'hélium 4. Et si vous regardez, avec la production de l'hélium 4, il y a production de deux hydrogènes. Ces deux hydrogènes recommencent de zéro, se refusionnent pour produire du deutérium. Le deutérium avec un autre hydrogène va de nouveau produire un hélium 3, l'hélium 3 étant instable. La nature veut de la stabilité. Deux hélium 3 vont alors fusionner une dernière fois pour produire de l'hélium 4, l'élément stable, et je vais avoir de nouveau production de deux hydrogènes. Ces deux hydrogènes vont de nouveau recommencer, etc., etc. On est bien en train de dire que pour produire de la chaleur, de l'énergie, le Soleil consomme sa propre quantité de matière. Donc nous allons voir maintenant comment calculer cette perte de masse. Alors l'étape numéro 1 consiste à calculer l'énergie reçue par le Soleil à chaque seconde. Pourquoi? Parce que pour calculer le fameux delta M, la perte de masse, j'ai besoin de connaître la vitesse de la lumière et l'énergie. Donc il faut d'abord que je connaisse l'énergie. Donc comment calculer l'énergie reçue par le Soleil chaque seconde? On vous donnera dans un exercice la puissance que le Soleil rayonne toutes les secondes. D'accord? Si c'est la puissance qui rayonne toutes les secondes, ça veut dire que le temps, c'est une seconde. Ok. Bon, vous prenez la relation qui relie la puissance et le temps, vous remplacez la puissance par ce que ça vaut, vous remplacez le temps par ce que ça vaut, et vous avez l'énergie. Maintenant que vous avez l'énergie, on va pouvoir calculer la variation de masse. Dans l'étape 2, vous allez donc déduire la masse du Soleil qu'il convertit chaque seconde en énergie. Donc, vous cherchez une masse, vous utilisez forcément la seule relation dans laquelle la masse et l'énergie interviennent, c'est la relation d'Einstein. E égale delta M, c'est carré. On n'oublie pas que j'ai mis un delta M pour traduire une variation de masse, du coup, vous allez simplement faire l'énergie divisée par C au carré. Et bien, dans l'étape 1, vous venez de calculer l'énergie. Dans un exercice, on vous donnera toujours la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide, C. Qu'est-ce que vous faites? Vous remplacez simplement. Vous faites votre calcul jusqu'au bout et vous trouvez que chaque seconde, le Soleil perd 4 millions de tonnes. Alors ça peut paraître énorme, mais si on ramène ça à une loi d'échelle, en termes de taille, dans un Soleil, je pourrais mettre 1,3 million de planètes Terre. Donc on est sur des chiffres qui sont assez conséquents, donc dire que le Soleil perd chaque seconde 4 millions de tonnes de matière, c'est pas choquant. Alors avant de passer à le prochain point, on va faire une petite conclusion. La température
Dans le système international, elle ne s'exprime pas en degrés Celsius, elle ne s'exprime pas en degrés Fahrenheit, elle s'exprime en Kelvin, et ça c'est notre cas. Et pour passer de degrés Celsius à Kelvin, on vous donnera toujours la formule au bac. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout la deuxième, puisque la plupart du temps, vous, en sciences, quand vous allez calculer des températures, les résultats sont en Kelvin, il faudra les donner pour qu'on les interprète mieux en Celsius. Donc, par exemple, si vous regardez la deuxième formule, si vous remplacez TK, c'est-à-dire la température en Kelvin, par 0, ce qu'on appellera le zéro absolu, eh bien en degrés Celsius, 0 Kelvin correspondra à moins 273,15 degrés. Donc, cette formule, elle sera donnée le jour de l'épreuve de bac. Vous devez connaître par cœur, par contre, les deux autres, c'est-à-dire la relation d'Einstein, qui est une relation d'équivalence entre la masse et l'énergie. Elle s'écrit E égale delta m fois c carré. Je vous rappelle que le delta m, c'est pour traduire une variation de masse, puisque à chaque fois que le Soleil rayonne de l'énergie, la masse du Soleil diminue. Il faut faire attention aux unités. L'énergie, c'est en joules, J. La variation de masse, c'est en kilogrammes. Et C, c'est la vitesse de la lumière en mètres par seconde. On vous donnera toujours sa valeur. La relation entre la puissance et l'énergie, on avait donné un mémotechnique. Quand on pète, on libère d'énergie. E égale PT. E est encore en joules, puisque c'est toujours une énergie. P est en watts, c'est une puissance. Et T est en secondes, c'est un temps. Alors, pour le Soleil, c'est bien d'avoir quelques ordres de grandeur dans la tête. L'énergie qui rayonne en chaque seconde est de l'ordre de 10 puissance 26 joules, ce qui correspond à une masse de 4 millions de tonnes. D'accord? Donc la masse qui convertit en énergie à chaque seconde, c'est 4 millions de tonnes de matière. Donc ça, il ne faut pas les connaître par cœur, ces données-là, mais c'est bien d'avoir un ordre de grandeur dans la tête, parce que si vous êtes amené à faire les mêmes calculs, mais sur une autre étoile que le Soleil, vous savez que vous devez trouver des valeurs relativement proches, ou en tout cas du même type, du même ordre de grandeur. On passe maintenant à la méthode pour déterminer la température de surface d'une étoile, et là nous allons commencer à faire de l'interprétation du spectre du corps noir et à appliquer sur ces spectres la loi de Wien. Donc, comment déterminer la température de surface d'une étoile? Alors évidemment qu'on n'est pas allé se frotter au soleil pour mesurer sa température, comme on mesure notre température quand on a un peu de fièvre. Non, il fait trop chaud, on est sur une température trop élevée et on est sur des distances Terre-Soleil, par exemple, beaucoup trop grandes pour qu'on puisse imaginer faire cela. Donc il a fallu qu'on trouve un moyen. Et bien ce moyen, c'est de dire quoi? C'est de dire que sur des satellites, je vais mettre des spectromètres. Ces spectromètres, ils vont mesurer l'énergie reçue par le Soleil, ou une étoile, mais là par le Soleil par exemple, et on va tracer cette énergie en fonction de la longueur d'onde. Et on se souvient qu'on a le droit de le faire, puisque ce n'est pas n'importe quelle énergie, c'est une énergie électromagnétique, c'est une onde. On peut donc tracer cette énergie en fonction de la longueur d'onde. Et alors pourquoi on appelle ça un spectre du corps noir? Alors le spectre, on a dit que c'est parce qu'on traçait l'énergie reçue en fonction de la longueur d'onde, c'est ce qu'on appelle un spectre, et du corps noir parce que si vous regardez le domaine visible, les longueurs d'onde qui correspondent à ce que nous on peut voir avec nos yeux, aux couleurs finalement, eh bien il est inclus dans cette courbe. Ça veut dire que toutes les couleurs, elles sont absorbées par ce spectre. Et si j'absorbe toutes les lumières, il fait noir, spectre du corps noir. Alors votre job, c'est ce qu'on a dit au début de la vidéo, vous mettre tout en haut et me dire sur combien on tombe. Et on va appliquer la loi de Wien. La loi de Wien nous dit que la longueur d'onde maximale que multiplie la température de surface est toujours égale à la même chose, à savoir 2,9 fois 10 puissance moins 3 Kelvin mètre. Cette relation vous sera toujours donnée sur les épreuves de bac d'enseignement scientifique. Votre job, c'est de l'utiliser. Et comment vous allez l'utiliser? Eh bien, vous sortez le lambda max sur le graphique et puis vous allez calculer la température. Un exemple d'exercice de bac, je vous donne un spectre, ok, du corps noir, et vous avez un petit carré avec les données. Au bac, on vous donne quoi? On vous donne la loi de Wien et on vous donne la formule pour passer de degrés Celsius à Kelvin. La question, ça serait quoi? Déterminer la température de surface de cette étoile en degrés Celsius. On y va, vous vous mettez sur le point le plus haut, vous me dites à combien on tombe en lambda max, 500 nanomètres, et il faut juste faire attention aux unités. Là, l'unité du système international pour la longueur, c'est le mètre, donc les 500 nanomètres, il faut les transformer en mètres, j'ai simplement qu'à multiplier par 10 puissance moins 9. Maintenant, tout le problème de cet exercice, c'est un problème de rédaction. Pour avoir tous les points sur ce type d'exercice, il faut que la rédaction elle soit carrée. Sinon, vous perdez 75% des points. Il n'y a pas 36 façons de faire. Donc, vous expliquez comment vous avez obtenu le lambda max. Un exemple de rédaction possible, c'est de dire que d'après le spectre du corps noir du Soleil, puisque c'était le spectre du corps noir du Soleil qu'on avait,
Eh bien, j'obtiens par lecture graphique la valeur de la longueur d'onde maximale du rayonnement et vous la donnez en mètres. Ensuite, vous dites ce que vous allez faire. Vous dites que vous allez utiliser la loi de Vane. Elle est donnée dans l'énoncé. Et vous expliquez ce que vous allez faire avec la loi de Vane, en déduire la valeur de la température. À partir de là, vous remplacez lambda max par ce que ça vaut et vous faites votre calcul. Alors vous faites attention parce que là, ce qu'on a dit, c'est que la température, elle est en Kelvin. Nous, on l'avait en degrés Celsius. Donc c'est là que vous allez utiliser la deuxième formule des données, la relation entre la température absolue et la température en degrés Celsius. Donc la température de surface du Soleil qui est de 5800 Kelvin en degrés Celsius, elle va être comment? J'utilise la formule, je remplace simplement TK, la température en Kelvin, parce que j'ai trouvé 5800. Je fais ma petite soustraction et j'obtiens finalement que la température de surface du Soleil qui est de 5800 Kelvin correspond en degrés Celsius à 5527 degrés. Si je résume les étapes, première étape, j'explique. Je rédige, j'explique comment j'obtiens lambda max par lecture graphique. Ensuite, je cite la loi de Vane parce que c'est elle que je vais utiliser. Après, à partir de la loi de Vane, j'écris la formule que je vais appliquer, à savoir que la température, c'est 2,910-3 divisé par lambda max. Et ensuite, je fais mon application numérique. Je remplace lambda max par ce que ça vaut. Et c'est seulement en dernier, une fois que vous avez la valeur de la température, que vous allez la transformer en degrés Celsius. Donc si je fais un petit point sur ce qu'il faut retenir, le domaine visible, c'est une onde électromagnétique qui appartient au domaine du visible si et seulement si sa longueur d'onde elle est comprise entre 400 nanomètres et 750 nanomètres. D'accord ? Si je suis avant 400 ou après 750, je ne suis plus dans le domaine du visible. La loi de Vane, elle vous sera donnée le jour du bac, mais c'est bien de savoir ce que c'est concrètement. C'est une relation entre la longueur d'onde maximale du rayonnement électromagnétique et la température absolue de ce spectre. Quand on parle de température absolue, c'est sous-entendu qu'on parle de la température en Kelvin. D'accord ? Donc cette relation qui vous sera donnée le jour du bac, c'est lambda max fois T qui vaut tout le temps la même chose, à peu près 2,9 fois 10-3 mètres Kelvin, avec lambda max en mètres et T en Kelvin. Et donc vous, la plupart du temps, vous chercherez la température, donc vous allez simplement inverser cette formule. Donc c'est cette fameuse constante qui est à peu près 2,9 fois 10-3 divisé par lambda max. D'accord ? La seule difficulté, je pense, de cet exercice, qui est super important puisqu'ils adorent les interprétations graphiques au bac, c'est 1. De bien mettre lambda max en mètres, ne pas se planter sur les unités, et 2. Bien rédiger, parce que c'est un exercice typiquement de rédaction. Vous avez vu que les calculs ne sont pas très durs. Bon, on passe maintenant au dernier point que je vais faire très rapidement parce que c'est quelque chose d'assez logique. La puissance qu'on reçoit du Soleil, on a dit dans notre petite introduction qu'elle dépendait de la latitude. On a vu que plus je montais vers le pôle nord, plus une même quantité d'énergie du Soleil devait s'étaler sur une grande surface, donc plus la puissance par unité de surface diminuait. On a dit que si on voulait bronzer à midi, il valait mieux aller à la plage qu'à 16 heures. Pourquoi ? Parce que la puissance reçue par le Soleil est maximale à midi et elle décroît avec le temps. Ça veut dire que la puissance, elle dépend de la latitude, mais aussi de l'heure qu'il est. Mais elle dépend aussi d'une dernière chose. Il fait plus froid en hiver qu'en été. Ça veut dire que la puissance reçue par le Soleil, elle dépend aussi des saisons. Donc voilà pourquoi c'est une partie qui fait très vite. On a tout de suite que la puissance reçue par le Soleil, elle dépend de l'heure qu'il est. C'est ce qu'on appelle la variation diurne. Elle dépend du moment de l'année, variation saisonnière, et elle dépend de la latitude. C'est lorsque je passe de l'équateur au pôle Nord, par exemple. On fait un bref récapitulatif avant la conclusion finale. Alors, ce qu'il faut retenir, première formule à connaître par cœur, E égale delta M fois C carré, c'est la relation d'Einstein. À partir de cette formule, je vous demanderai de calculer un delta M. Deuxième formule à retenir, E égale PT, relation puissance-énergie. Ensuite, vous devez être capable d'interpréter un spectre du corps noir. Pour cela, vous vous mettez sur le point le plus haut pour avoir la fameuse longueur d'onde maximale et vous la remplacez simplement dans la loi de Vane pour avoir la température. D'accord ? Si je fais l'exemple jusqu'au bout, j'ai lambda max qui vaut 1000 nanomètres, c'est-à-dire 1000 fois 10 puissance moins 9, je fais mon calcul. Attention, la température est en Kelvin. Il faut penser à la fin à la mettre en degrés Celsius. Je remplace TK par 2900 et j'obtiens que la température finale vaut à peu près 2600 degrés Celsius. Un bilan. Le bilan, c'est que la température, elle s'exprime en Kelvin qui se note K dans le système international et que pour passer de degrés Celsius à Kelvin, j'utiliserai cette formule. Ensuite, E, c'est l'énergie, ça s'exprime en joules, ça se note J. P, c'est la puissance, c'est en watts, ça se note W. Et T, c'est le temps, c'est en secondes, ça se note S. Le triangle.
Ce triangle, il est formidable, il vous permet de retenir toutes les formules E, P et T. Vous cachez la lettre que vous cherchez, vous en déduisez la bonne formule. Si vous cherchez E, vous cachez E, il reste P fois T. Si vous cherchez P, vous cachez P, il reste E divisé par T. Si vous cherchez T, vous cachez T, il reste E divisé par P. Ensuite, la relation d'Einstein qu'il faut connaître par cœur. C'est une relation d'équivalence entre la masse et l'énergie. Elle s'écrit E égale delta M fois C carré. Ça veut dire que E, l'énergie, elle est en joules, delta M, la variation de masse, est en kilogrammes, et C, c'est la vitesse de la lumière, on vous la donnera toujours 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. La plupart du temps, à partir de cette relation, on vous demandera de chercher delta M, ça sera E divisé par C carré. D'accord ? L'énergie libérée par le Soleil, elle s'opère par des réactions de fusion nucléaire. Alors, il ne faut pas connaître les 3 étapes de la fusion, il ne faut pas connaître le mécanisme en lui-même. Il faut juste se rappeler que je pars de l'étape 1 de 2 hydrogènes pour arriver à une libération d'hélium qui va également me donner 2 hydrogènes. Et ces 2 hydrogènes recommencent de zéro. Finalement, c'est une réaction de fusion auto-entretenue. On passe maintenant à la puissance radiative reçue par le Soleil. C'est une puissance qui dépend, on a dit donc, de beaucoup de choses. Elle dépend de la surface. Plus la surface était grande, plus la puissance était petite, par exemple. Elle dépend aussi de l'angle, alpha, l'angle d'inclinaison. À midi, cet angle il vaut 0 puisque le Soleil est bien perpendiculaire à nous. Et à mesure qu'il descend dans le Soleil, l'angle entre la verticale et le Soleil augmente. On a vu que la puissance dépendait de l'heure qu'il est, la variation diurne, du moment de l'année, la variation saisonnière et de la latitude, le passage de l'équateur au pôle Nord, par exemple. Enfin, la loi de Vane, vous devez être capable, à partir d'un spectre du Gauss, de dire combien vaut lambda max, afin de calculer une température. Une dernière chose qu'il faut préciser, c'est ce qu'on appelle la constante solaire. La constante solaire, c'est la puissance reçue par 1 mètre carré, la puissance reçue du Soleil par une surface de 1 mètre carré lorsque le Soleil arrive perpendiculairement à nous. Concrètement, imaginez-vous que vous êtes sur Terre, que vous êtes sur une surface de 1 mètre carré, et bien ça correspond à l'énergie que vous recevrez cette surface si le Soleil était bien perpendiculaire à vous, en gros s'il était midi au Soleil. Cette puissance solaire, elle est assez importante, elle vaut à peu près 1360 watts par mètre carré. Et alors pourquoi elle est importante? Parce que lorsque vous allez être amené à faire des bilans radiatifs terrestres, puisque c'est une puissance reçue par 1 mètre carré de surface de la Terre lorsque le Soleil est vertical, et ben ce 1360 va rentrer dans les calculs de bilan radiatif terrestre. En tout cas, on peut le supposer. C'est pour ça qu'on appelle ça la constante solaire. À partir du moment où vous allez vous lancer dans des calculs de bilan radiatif, elle va apparaître. Donc ça sera pour la partie SVT. Vous en avez entendu parler, essayez de le mémoriser. Je vous souhaite de bonnes révisions à tous. Cette vidéo peut également vous servir de révision pour la fin d'année, pour les épreuves de 3C. Bonne révision à tous et à bientôt.